Salut chers élèves, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle capsule où on va découvrir les oscillations électriques libres amorties. Donc il s'agit d'un rappel où je vais donner l'essentiel de ce chapitre. Alors je vais commencer cette présentation par un petit comparatif entre le dipolaire C et le dipolaire L. Puis je vous présente l'étude expérimentale d'un système RLC. Et par la suite je vais traiter la partie théorique. Et avant de conclure, je termine par une étude énergétique. Alors commençons la comparaison avec le montage de chaque dipôle. Donc c'est simple comme montage, il s'agit d'une association en série d'un condensateur et d'un résisteur avec un générateur de tension dans le cas de dipolaire C. Et pour le dipolaire L, on va remplacer le condensateur par une bobine. Alors si on ferme maintenant le circuit, quelle est la réponse de chaque dipôle? Donc le condensateur est un dipôle capable de stocker des charges électriques. Donc il va se charger lorsqu'il est soumis à un échelon de tension, alors que la bobine est un dipôle caractérisé par son opposition à la variation du courant électrique à travers son inductance. Donc ce dipôle il va ralentir l'établissement du courant dans le circuit. On peut interpréter encore cette réponse à travers l'évolution des tensions aux bornes de chaque dipôle et le comportement de l'intensité dans chaque circuit. Alors pour le dipolaire C, la tension bien évidemment est nulle à t est égal à 0, puis cette tension elle va augmenter progressivement suivant une loi exponentielle en fonction du temps. Donc le condensateur il est en train d'accumuler des charges électriques dans ses armatures. Alors que dans le dipolaire L, la tension au bord de la bobine elle décroît en fonction du temps, en commençant par la valeur de la force électromotrice du générateur. Et on peut vérifier ça avec cette équation qui traduit la tension au bord de la bobine en fonction du temps. Donc comme vous voyez, si on met t égal à 0, donc l'exponentielle va donner 1, donc 1 moins 1 ici est égal à 0. Donc la tension au bord de la bobine à l'instant initial commence par la valeur de E. Et en régime permanent, où on va considérer t va tendre vers une valeur très grande, donc l'exponentielle va s'annuler, d'où la tension va tendre vers une asymptote d'équation UB est égal à R est 0. Dans cette figure, j'ai représenté les deux cas. Le cas où R différent de 0, donc c'est la courbe en triplin, et le cas où R est égal à 0, donc c'est la courbe tracée en pointillé. Quand vous remarquez que la tension au bord de la bobine s'annule en régime permanent dans le cas où R égale à 0. Pour l'intensité, elle diminue progressivement pendant la charge du condensateur et s'annule lorsque la charge est terminée, puisque la quantité des charges au niveau des armatures n'évolue plus. Alors que dans le dipolaire L, l'intensité s'établit progressivement dans le circuit, puisque la bobine s'oppose à la variation du courant à travers le phénomène d'auto-induction. Dans le cas de décharge, la quantité des charges va diminuer au niveau du condensateur, ce qui explique cette décroissance au niveau de la tension au bord du condensateur jusqu'à s'annuler en régime permanent. Dans le cas de rupture du courant, la tension au bord de la bobine commence avec une valeur négative. Bon, c'est une conséquence de la loi d'émail et cette tension diminue en valeur absolue jusqu'à s'annuler en absence du courant. Revenons encore une fois à l'intensité dans le cas de décharge. Donc cette intensité diminue en valeur absolue jusqu'à s'annuler en régime permanent. Et notez bien aussi que cette intensité commence avec une valeur négative. Donc c'est une conséquence de la loi d'émail comme le cas précédent. Alors que pour le dipolaire L, si on ferme la bobine sur le résisteur, l'intensité commence à diminuer suivant cette loi jusqu'à s'annuler. Maintenant, une question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe si le condensateur se décharge dans un dipolaire L? Donc pour répondre à cette question, il suffit de faire une petite expérience. Alors, on charge initialement le condensateur avec un générateur de force électromotrice E et on peut observer ça avec un oscilloscope numérique. On réalise des branchements pour visualiser les différentes tensions. Donc la droite jaune correspond à la tension au bord du générateur et la courbe verte correspond bien évidemment à la tension au bord du condensateur. Maintenant, on va basculer l'interrupteur aux deuxième position. Dans ce cas, le condensateur va se décharger dans le dipôle RL. Et on observe à l'écran de l'oscilloscope une courbe qui semble à une fonction sinusoïdale. On appelle ce type de courbe des oscillations libres amorties. Pourquoi libre? Car il y a un courant qui circule dans le circuit sans l'intervention d'un générateur. Et pourquoi amorti? Car, comme vous voyez, l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps.
En observant bien la courbe, on remarque que si on va partir de la tension initiale au bord du condensateur, on ne revient pas exactement au même point. C'est pour cette raison qu'on va associer à ce genre de fonction une pseudo-période, car la fonction n'est pas parfaitement périodique. Maintenant, on va interpréter ces oscillations. Initialement, le condensateur est complètement chargé et je vais intéresser dans cette partie qu'à l'interaction entre le condensateur et la bobine. Bien, la flèche rouge désigne le sens positif choisi du courant électrique. Et une fois le condensateur est chargé, donc il va se décharger dans le dipôle L. Donc la charge au bord du condensateur va diminuer au cours du temps. Et pourquoi cette décharge n'est pas rapide? La réponse, c'est à cause de la bobine qui ralentit cette décharge à travers le phénomène d'auto-induction. Une fois la décharge est terminée, on n'observe aucune charge électrique dans les armatures du condensateur. Alors, lorsque le condensateur est complètement déchargé, le courant n'a plus de raison d'exister. Pourtant, l'intensité ne va pas s'annuler à l'instant même, et c'est toujours à cause de la force électromotrice auto-induite qui va contraindre le courant à circuler encore dans le même sens. Dans ce cas, le condensateur va se charger encore une fois et la charge va augmenter en valeur absolue jusqu'à atteindre une valeur constante et maximale lorsque la charge est terminée. Alors maintenant le condensateur a été chargé. Il va se décharger encore une fois dans le dipôle L, donc le sens de circulation s'inverse et la charge dans les armatures du condensateur va diminuer jusqu'à s'annuler à la fin de cette décharge. Voilà donc ce qui se passe pendant le 3/4 d'une pseudo-période et le processus continue du même mécanisme jusqu'à la fin du phénomène. On s'intéresse maintenant aux différents régimes de fonctionnement de ce circuit. Alors, selon la valeur de R, on peut distinguer trois régimes. Donc un régime pseudo-périodique pour une valeur de R est égale à 20 ohms, mais si on augmente un petit peu la résistance, on peut avoir un deuxième régime pseudo-périodique. La différence est visible au niveau du nombre de périodes et au niveau de l'écart entre deux amplitudes consécutives. Et si on va utiliser une résistance un peu particulière, qui est égale à 120 ohms par exemple, dans ce cas, on peut avoir un régime qui est apériodique et qui s'appelle critique. Donc c'est un régime apériodique critique, donc c'est la limite du régime pseudo-périodique. Et pour une résistance importante, on peut avoir un régime qui n'est pas pseudo-périodique, et il est dit un régime apériodique. Parlons un petit peu maintenant au comportement de l'intensité. Initialement, le condensateur est complètement chargé, donc la charge Q est maximale. Par conséquent, l'intensité va commencer avec une valeur nulle, puisque l'intensité n'est autre que la dérivée de la charge par rapport au temps. Puis la courbe de la charge va diminuer, donc dans cette situation la courbe est décroissante. Pour cette raison, l'intensité va augmenter en valeur absolue et sa valeur est négative, car l'intensité n'est autre que la pente de la charge. Puis une fois Q s'annule, I va prendre sa valeur maximale. Mais si la partie de la courbe de la charge devient croissante, dans ce cas, le signe de l'intensité devient positif. Passons maintenant à l'étude théorique, où on va déterminer avec la loi d'Émaille l'équation différentielle du système RLC libre amorti. Alors, fermons le circuit, donc l'application de la loi d'Émaille au circuit permet d'écrire la somme de toutes les tensions est nulle. Ce qui signifie que Q sur C plus R fois I plus L di sur dt plus R0 fois I est nul, d'où L fois la dérivée de I par rapport au temps plus I facteur de R plus R0 plus Q sur C est nul. Or, I est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc l'équation numéro 1 s'écrit L fois la dérivée seconde de la charge par rapport au temps plus dQ sur dt facteur de R plus R0 plus Q sur C est égal à 0. Ou bien si on divise par L, on obtient la dérivée seconde de la charge par rapport au temps plus dQ sur dt facteur de petit r plus R0 divisé par L plus 1 sur LCQ est égal à 0. Donc c'est l'équation différentielle qui régit l'évolution de la charge en fonction du temps. Or, Q est égal à C fois UC, donc la charge est proportionnelle à la tension au bord du condensateur. On peut écrire aussi l'équation différentielle en fonction de la tension au bord du condensateur. On passe maintenant à l'étude énergétique où on va tracer trois courbes d'énergie.
Et la première remarque à constater, c'est que ces courbes sont décroissantes. Alors le système RLC libre amorti a une énergie totale qui diminue au cours du temps. Et cette diminution est due à la résistance qui dissipe une partie de l'énergie à l'extérieur du circuit sous forme de chaleur. Et on peut vérifier ça théoriquement. Et pour vérifier ça, nous avons recours à la dérivée de la fonction par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps. Donc cette dérivée va donner la dérivée par rapport au temps de l'énergie emmagasinée par le condensateur, plus la dérivée magnétique dans la bobine. Donc ce qui va donner Q sur C fois la dérivée de la charge par rapport au temps, plus LdI fois la dérivée de l'intensité par rapport au temps. Ce qui va donner I facteur de L dI sur dt plus Q sur C. Or l'équation différentielle peut s'écrire L fois la dérivée de I par rapport au temps plus Q sur C plus R fois I est égal à 0. Ce qui va donner donc L dI sur dt plus Q sur C est égal à moins R fois I. D'où la dérivée de l'énergie par rapport au temps n'est autre que moins R fois I au carré. Et notez bien ici que R, c'est la résistance totale, c'est-à-dire R0 plus petit r. Et pour conclure, on peut dire qu'un circuit constitué d'un dipôle RL série fermé sur un condensateur initialement chargé peut être le siège d'oscillation électrique amortie. De telles oscillations qui s'effectuent d'elles-mêmes sans l'intervention de l'extérieur sont dites libres, et les oscillations libres amorties sont des oscillations pseudo-périodiques de pseudo-période T. Voilà donc un petit rappel qui traite les oscillations libres amorties. Merci pour votre attention et à la prochaine.